Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Fernanda Falcao et aujourd'hui on va parler de différences culturelles entre le Brésil et la France. Attends la vignette. Très bien, aujourd'hui nous allons parler de la question de l'état civil. Donc l'état civil dans le sens naissance, mariage, décès. Parce qu'on a quand même pas mal de différences culturelles par rapport à ces trois états et c'est pour ça que je vais penser à parler de ça à vous tous. On commence alors par la naissance. Fernanda, quelles sont les différences entre la naissance au Brésil et la naissance en France? On commence déjà par la question de la nationalité. C'est vrai qu'en France, on a la nationalité de parents et au Brésil, on a la nationalité brésilienne si on est né dans les territoires brésiliens. Donc c'est déjà une première chose. Deuxième chose, la question de suivi pendant la grossesse et la naissance. Au Brésil, nous n'avons pas la profession de sage-femme. Ça veut dire que le professionnel de santé qui suit les femmes enceintes, c'est les gynécologues. Donc on n'a pas vraiment de sage-femme, il n'y a pas ces métiers, il n'y a pas une formation spécifique. Il y a quelques ans, on a eu un mouvement qui a débuté au Brésil pour développer cette profession. Pas exactement comme sage-femme, mais c'est qu'on appellerait doula, qui c'est la professionnelle qui accompagne la femme, ou le professionnel, hein, qui accompagne la femme pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Il faut aussi préciser une autre différence très importante, que bon, à cause de ça, hein, du fait qu'on a que les gynécologues pour faire les suivis de femmes enceintes, à un moment donné, environ dans les années 80, on a eu un souci, donc beaucoup plus de femmes enceintes que des gynécologues suffisants pour faire les accouchements. Et c'est vrai que pour qu'ils puissent faire les plusieurs accouchements pendant leur garde, ils pouvaient deux fois forcer un petit peu pour que les femmes fassent une césarienne et pas vraiment un accouchement par voie basse de façon naturelle. Et pour justifier cette petite pression, on va mettre en guillemets, il y avait des professionnels qui disaient ah, ça commence à prendre trop longtemps, ce n'est pas bien pour les bébés, il faut qu'on fasse une césarienne pour telle raison, qui n'étaient pas vraiment de raisons médicales justifiant une césarienne, mais qui ont commencé à faire partie d'un imaginaire populaire, vous voyez, un peu, en créant un peu une peur pour les femmes dans cette génération, de cette décennie, qui ont commencé à avoir peur de l'accouchement par voie basse, en pensant qu'il était dangereux. Donc ça c'est suivi dans la décennie juste après, les années 90, d'un mouvement, donc cette fois-ci de la communauté, de la population, même la population de femmes jeunes enceintes, d'avoir peur de l'accouchement par voie basse et de vouloir par eux-mêmes, de vouloir une césarienne, même s'il n'y avait pas d'indication médicale pour cet acte chirurgical. Donc on avait une peur basée sur des faits pas tout à fait logiques et qui était donc créée sur les années précédentes en fonction de cette pression de manque de médecins par rapport à la population de femmes enceintes. Et on a effectivement un taux de césarienne qui est encore très haut. Dans les années 2010, on était le pays qui faisait plus de césariennes dans le monde. Maintenant, ça commence à diminuer. Donc, même moi, pendant ma formation, moi je finis ma formation en tant que médecin en 2014 au Brésil. Et moi, donc, comme j'ai fait une formation très globale, générale, au Brésil, on a une formation en médecine qui est vraiment très générale. On fait un stage très renforcé, on va dire comme ça, en gynécologie obstétrique. Et on fait des accouchements nous-mêmes parce que, comme je vous ai dit, on n'a pas de sage-femme. Donc c'est vrai que moi, j'étais formée pour faire des accouchements par voie basse.
Et je voyais déjà, pendant cette période de mes années d'études en médecine, qu'il y avait un envie de changer cette vision de la population pour montrer que non, l'accouchement par voie basse, il est plus sûr pour les bébés et pour la mère, et essayer d'enlever cette peur qui était dans leur tête depuis les années 80 et commencer à changer ces données par rapport au reste du monde et diminuer les taux de césarienne par rapport aux autres pays. Donc voilà, il y a cette question aussi par rapport à qui est le professionnel de santé qui fait les suivis, l'accouchement. D'accord, donc les bébés est né. Et alors, on fait quoi? Bon, on va faire son enregistrement. L'état civil, voilà, maintenant, il est né, il faut lui donner un nom. On va où? Donc, différent d'ici, en France, on ne va pas à la mairie. En fait, au Brésil, on a comme des cabinets de notaires qui sont faits déjà, ça s'appelle cartório. Ils sont faits déjà pour tous ces types de documents de niveau état civil, etc. Donc, on doit aller ou à l'unité qui est déjà dans la maternité. Normalement, toutes les maternités dans les pays ont déjà une unité avec un notaire de l'État qui est prête à faire le registre de cet enfant qui vient d'être né. Et si ce registre n'est pas fait à l'hôpital au moment de la naissance, il peut être fait après, mais il y a quand même un temps limite pour qu'il soit fait dans ces cabinets de notaire en fait, donc pas à la mairie. Et les noms on va faire comment? Donc pour vous expliquer, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont un peu de mal avec mon nom ici en France. On a notre prénom. On peut avoir un prénom composé, par exemple Anne-Marie, voilà. Mais ce n'est pas commun d'avoir plusieurs prénoms où on n'utilise pas. Normalement, on a un prénom composé, comme je donnais l'exemple, Anne-Marie. Et donc, on va dire Anne-Marie. On ne va pas dire que Anne ou que Marie. Voilà, on va appeler la personne Anne-Marie. Et ce qu'on peut avoir, c'est plusieurs noms de famille. Donc, on aura les noms de la mère d'abord, et les noms de père en dernier. Sachant que si on veut abrévier ces noms-là, on va appeler, comme moi dans cette chaîne, j'ai mis Fernanda, mon prénom, Falcao, qui c'est mon dernier nom de famille, les noms de mon père. Donc normalement, celui qui a plus de poids, c'est les derniers noms, que c'est les noms du père. Et ça peut arriver par exemple de faire l'abréviation avec donc, les prénoms, l'initiale de plusieurs noms de famille qu'on peut avoir et laisser que le dernier nom de famille. D'accord? Donc je vois ici que normalement, comme vous faites l'inversion, et ça aussi on n'a pas au Brésil, quand on va appeler par exemple un patient ou quelqu'un, on va dire donc tous les noms entiers, donc prénom et les noms dans l'ordre. Donc Madame Fernanda Falcao, ou Messieurs, nanani, nanana, voilà, les noms entiers, et pas Madame Goda Falcao, comme ils disent mon nom en inversion avec mon prénom. Voilà, pour moi c'était toujours confus, mes bras dans tous les sens, c'est exactement comme ça se fait dans ma tête. Je n'ai jamais compris pourquoi on inverse tous les temps, et c'est pour ça que les gens ont du mal avec mon nom, parce qu'effectivement, comme il y a deux noms de famille, ils ne savent pas dans quel ordre le mettre, ils pensent que c'est les deuxièmes noms, comme quand on change celui qui vient d'abord, que c'est ce nom-là qui est le plus important, et en fait c'est l'autre. Donc voilà, c'est effectivement un bordel, mais parce que, voilà, on a cette différence culturelle. Sachant que, je vous rappelle, le Brésil était un pays colonisé par les Portugais, donc on a cette influence des Portugais. On entend beaucoup ici en France, ah oui, comme les Portugais, comme les Espagnols. Effectivement, les Portugais, les Espagnols, ils ont cette tradition aussi de faire prénom, nom de la mère, nom du père. Donc effectivement, ça vient de là, cette tradition brésilienne de donner tous ces noms. Sachant aussi que si une femme se marie, ou bon, l'homme aussi, il peut se marier et demander les noms de la femme, donc normalement, la femme ou l'homme, ils vont ajouter les noms de son conjoint à la fin. Donc ils peuvent tout simplement ajouter, donc j'ai prénom, nom de la mère, nom de père et nom de conjoint, ou ils peuvent aussi enlever les noms de la mère par exemple, ou le nom du père, ou tous les deux et prendre que les noms de conjoint. Voilà, ça c'est quand même un peu modulable, ils peuvent changer au moment de faire ces changements d'état civil, de célibataire à marié. Ils peuvent choisir comment faire les nouveaux noms de famille.
Et je vous souligne, ce n'est pas obligatoire. Depuis, je pense, les années 2000, il n'est plus obligatoire à la femme de prendre les noms de son mari. Donc elle peut choisir si elle veut ou pas. Et si elle veut, elle peut choisir si elle garde les noms de sa mère, de son père, plus du conjoint, ou si elle change cette structure de nom. Une petite anecdote par rapport au Brésil, c'est que comme le pays est vraiment géant, donc c'est un pays avec des dimensions continentales, on a des régions d'accès très difficiles, comme par exemple la région de l'Amazonie, au nord du pays. Et là-bas, comme on a une communauté dans des régions plutôt de rivières, hein, où c'est très difficile d'y accéder, on peut avoir de juges et de notaires hein, qui vont faire ces voyages en bateau une fois par mois dans ces régions plus lointaines, pour faire ces registres hein, de tous les naissances, mariages et décès qui ont survenu dans la période là du mois. Donc ils viennent une fois par mois, donc tout ce qui s'est passé dans ces mois précédents, ils vont faire les registres. Ok, donc on a parlé déjà de cette question de la naissance, du nom, et on est déjà arrivé à la partie mariage par rapport au nom de famille. Mais plus spécifiquement par rapport au mariage, qu'est-ce qu'on a de différent par rapport à la France? Déjà que, comme je vous ai dit, c'est la même chose que pour les registres de naissance. On fait les registres de mariage ou les mariages civils, comme on appelle, chez les notaires. Donc ça ne se fait pas à la mairie. La mairie n'a pas cette fonction de faire les registres de naissance ou de mariage. En fait, ce sont les notaires dans ces cabinets spécifiques de notaires qui sont spécialisés dans les registres civils. Et c'est là qu'on va faire la cérémonie de mariage civil. Donc c'est vrai que pour ces mariages civils, normalement, il ne se fait pas au même moment du mariage religieux, ou deux fois il peut se faire au même moment. Il y a même des gens qui demandent donc au juge de se déplacer à l'église, et donc au même moment où les mariages religieux se font à l'église avec les prêtres ou voilà, il y a plein de religions différentes au Brésil hein. Si vous voulez savoir un peu sur les plusieurs religions qu'on a au Brésil, écrivez ici en bas dans les commentaires et comme ça je ferai une vidéo que sur ça. Mais bon, donc comme on a plusieurs religions, on a des différents responsables religieux, voilà, dans l'hiérarchie religieuse hein, de chaque religion, qui vont réaliser les mariages religieux. Et on aura les juges qui peuvent participer de cette cérémonie où il vient avec son livre voilà, de notaire, ses papiers, et on va faire donc au même moment, d'accord, le mariage religieux et les mariages civils. Comme ça, tout le monde signe les papiers déjà sur place rapidement et tout est fait donc en même moment. On a une différence aussi par rapport au type d'union civile. En France, on a aussi les PACS. Au Brésil, on a, ça serait un équivalent hein, au PACS qu'on dit contrat d'union stable. Et donc, je ne sais pas vous dire les parties spécifiques hein, pour savoir si c'est effectivement équivalent hein, au PACS par rapport à tout ce qui est droit civil hein, qui engage les couples. Mais voilà, on a quand même un contrat d'union stable. Au Brésil, l'union qu'on dit homo-affective hein, de deux personnes de même sexe, elle est permise par, comment je peux dire, les codes civils depuis 2002. Donc dans les codes civils brésiliens, qui parlent des unions civiles, ça c'est permis, c'est autorisé, c'est possible. Et c'était une décision du tribunal judiciaire, le haut tribunal judiciaire du Brésil. Ce n'est pas vraiment une loi, donc c'est une union stable, c'est pour ça que c'est considéré comme contrat d'union stable, mais pas de mariage par loi spécifique au niveau exécutif. En fait, c'est qu'au niveau judiciaire qu'on a dans les codes civils cette possibilité d'union. Vous voyez, il y a cette petite différence, donc effectivement, on attend que bientôt ça soit changé comme loi, effectivement, pour garantir tous les droits à ces personnes de même sexe qui veulent se mettre ensemble dans une union reconnue par la loi brésilienne. Bon voilà, donc par rapport à la naissance et au mariage, je pense que j'ai déjà parlé de principales différences. Et maintenant, on arrive à la fin de vie, quand on a le décès. Et on a aussi des différences culturelles par rapport à ça. Alors, par rapport au décès, c'est vrai que le plus important, la différence la plus importante, c'est par rapport au temps
qu'on prend pour les funérailles. Parce que c'est vrai, quand je suis arrivée ici en France, c'était un peu bizarre pour moi que les gens soient enterrés presque une semaine après leur décès. Au Brésil, ça se fait dans la journée. Donc j'explique ça parce que c'est vrai que c'était bizarre aussi dans le sens inverse. Quand moi j'ai eu mon papy qui est décédé au Brésil, c'était très très dur pour moi parce qu'on était très liés. Moi j'étais toujours très très proche de mes grands-parents. Heureusement, j'ai eu la grande bénédiction de pouvoir les connaître tous très jeunes. Mes parents étaient très jeunes quand je suis née, donc j'ai pu connaître mes arrière-grands-parents et mes grands-parents, les quatre, hein, du côté de ma mère et du côté de mon père, donc tous les quatre. Et j'ai perdu il y a 2 ans mon papy et c'était très très difficile pour moi parce que j'étais ici en France et toute ma famille est au Brésil. Et c'est vrai que c'était un peu bizarre pour mes collègues de travail. Quand ils m'ont demandé, après mes jours, j'ai pris quelques jours hein, pour pouvoir digérer toute cette situation. Et quand ils m'ont demandé, ah donc tu es allé au Brésil? Et j'ai dit non. Et ils étaient un peu, ah bon? Et je dis non, parce que comme l'enterrement se fait dans la journée, les temps que j'arrive au Brésil, il serait déjà enterré peut-être il y a plus de 24 heures, vous voyez. Et donc je me suis dit, est-ce que ça va vraiment faire une différence? Donc pour ma famille, si ma présence est nécessaire pour eux, oui, de faire ces déplacements. Mais si c'est que pour une question d'être là au moment de la cérémonie, bah, j'allais la perdre de toute façon. Ça ne serait pas possible physiquement de faire l'arrivée, hein, tous ces voyages au Brésil avant qu'ils soient enterrés. Au Brésil, on n'a pas ces délais tellement longs pour l'enterrement. Et je ne sais pas vous dire si c'est une question culturelle. Effectivement, comme pour moi c'est tellement naturel, tellement normal, je n'ai jamais réfléchi à pourquoi est-ce qu'on fait rapidement. Mais c'est vrai que normalement, si la personne a son décès dans la nuit, par exemple, elle sera enterrée dans la journée. Donc si le décès survient par exemple à 5 h du matin, au maximum à 16 h dans l'après-midi, elle sera enterrée. Donc on la veille dans la journée. Il y a des endroits spécifiques dans la ville pour que la famille puisse avoir une salle hein, où il y a les morts, hein, les cercueils, et où les personnes se réunissent pour veiller ces morts et puis partir tous en, comment ça s'appelle, tous les voitures les unes derrière les autres, j'ai oublié les noms maintenant en français, mais pour l'accompagner jusqu'au cimetière et faire l'enterrement, donc dans la journée. Et si le décès survient en fin d'après-midi, par exemple, il sera enterré jusqu'à 8 h ou 10 h de lendemain matin, au maximum. Donc c'est vrai que ça se fait en 12 heures. C'est 12 heures grand maximum. Il n'y a pas plus de temps que ça, en fait. Il y a des situations extrêmes hein, où il peut avoir un délai, voilà, pour des raisons spécifiques, mais normalement, ça se fait dans 12 heures. Et une autre différence aussi, c'est que on n'a pas vraiment de cérémonie. C'est une chose que je trouve très sympa ici en France et qu'on voit dans les films hein, américains où il y a la cérémonie où chacun peut rendre hommage à la personne qui vient de partir. Et c'est vrai qu'au Brésil, non, c'est plutôt on va veiller hein, la personne. Il y a toute la famille qui se réunit, qui vient pour faire son au revoir, mais on n'a pas trop cette tradition de faire un hommage où quelqu'un va parler de petits mots. Deux fois, ça se passe, hein, ça dépend de chaque famille. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire de petits hommages, comme moi j'aime bien écrire et parler. Je l'ai fait pour mes arrière-grands-parents quand ils sont décédés. Comme je vous ai dit, j'étais très proche d'eux et j'avais vraiment une relation très... On était amis. J'ai participé de leur vie, j'étais très rapprochée hein, de mes arrière-grands-parents. Et donc c'était une chose particulière à moi, hein, j'ai demandé à ma famille si ça allait pour eux, mais moi je voulais rendre hommage à mes arrière-grands-parents. Donc pour chacun j'avais fait une poésie, voilà, de choses différentes à chaque fois, mais pour leur rendre hommage. Et c'est vrai que bon, ça c'est une chose particulière à nous, mais ce n'est pas une tradition hein, qu'on a au Brésil. Une autre différence aussi, c'est par rapport à l'enterrement. C'est vrai qu'au Brésil, on a beaucoup plus la tradition de faire enterrer
nos chairs. Donc on n'a pas de crémation. Ça existe hein, et c'est disponible hein, pour ceux que souhaitent hein, faire de la crémation, mais ce n'est pas la tradition la plus répandue au Brésil. La tradition, c'est vraiment de les enterrer. Et on a de cimetières comme les cimetières européens, où il y a la tombe familiale, où on peut avoir aussi de mausoléums pour la famille, s'ils sont plus riches, hein, parce que c'est plus cher. Mais il y a aussi les cimetières à la façon américaine, où c'est un grand champ, et on ne voit pas, il n'y a pas vraiment de tombe, on a de l'herbe, et il n'y a que la plaque hein, pour chaque personne qui est enterrée. Donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas, c'est en dessous de la terre effectivement. Et on a l'herbe, et on a tout simplement l'inscription hein, avec le nom de la personne pour identifier les locales. Mais voilà, on a ces différents types de cimetières au Brésil aussi. Donc voilà, pour ne pas rester trop glauque, je vais m'arrêter là, mais c'était pour donner ces différences culturelles qu'on a au Brésil et en France par rapport aux différents états civils qu'on peut avoir. Donc naissance, mariage et les décès. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, laissez votre like. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous tout de suite et appuyez la petite clochette pour être notifié dès qu'il y a de nouvelles vidéos. Restez bien en paix et en bonne santé, à la prochaine.